Par une nuit glaciale de février 1945, alors que le bruit des bottes allemandes résonnait dans les couloirs d'un complexe de travail forcé perdu dans les Alpes françaises, une femme trop faible pour se lever seule prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Élise Charpentier, ancienne infirmière de Lyon, âgée de seulement 32 ans mais en paraissant 50, venait de découvrir quelque chose qui la fit trembler, plus que le froid qui pénétrait par les trous de la baraque en bois pourri. Cachée parmi les documents qu'elle nettoyait quotidiennement dans le bureau administratif du camp, il y avait une liste avec 187 noms de femmes prisonnières, toutes marquées pour un transfert immédiat vers ce que les Allemands appelaient un centre médical spécial de Dachau. Élise connaissait cet euphémisme. Elle le connaissait parce qu'elle avait travaillé à l'hôpital Édouard Herriot avant la guerre, parce qu'elle comprenait l'allemand mieux qu'elle ne feignait de le comprendre, et parce qu'elle avait déjà vu des listes comme celle-ci disparaître avec les femmes dont elle portait les noms. Ce qui rendait cette nuit différente de toutes les autres n'était pas seulement la terreur de ce qui était sur le point de se produire, mais le fait qu'Élise, une prisonnière sans armes, sans alliés et avec un corps détruit par des mois de travail forcé et de faim chronique, venait de remarquer quelque chose que tous les soldats allemands, tous les commandants et tous les gardiens du complexe ignoraient complètement. Il y avait une faille dans le système, une brèche si petite, si improbable, que tenter de l'exploiter serait considéré comme un suicide par toute personne rationnelle. Le complexe de Sainte-Marie-aux-Mines n'apparaissait pas sur les cartes officielles de la guerre, ne figurait pas dans les registres publics de l'occupation allemande et resta inconnu jusqu'en 1998, lorsque des archives déclassifiées du gouvernement français révélèrent son existence avec les témoignages de 7 survivantes, dont celui de 53 pages manuscrites par Élise Charpentier, écrit en 1947, et gardé secret par sa famille jusqu'à sa mort en 1989. Le camp avait été construit à la hâte, en octobre 1944, en utilisant les ruines d'une ancienne mine d'argent abandonnée depuis 1938, située dans une vallée étroite, entourée de montagnes de plus de 1500 mètres d'altitude, accessible uniquement par une route sinueuse qui gelait complètement entre décembre et mars. Là, 340 femmes travaillaient au tri de composants métalliques pillés dans des usines françaises, des pièces qui seraient fondues et réutilisées par l'industrie de guerre allemande qui, à ce stade de la guerre, dévorait déjà toutes les ressources disponibles pour tenter de contenir l'avancée des Alliés. Les conditions étaient inhumaines, même selon les standards brutaux de l'occupation. Ration de 200 calories par jour, baraque sans chauffage où la température intérieure atteignait 5 degrés en dessous de zéro pendant la nuit, quart de 16 heures par jour, absence totale d'assistance médicale et punition collective, incluant la privation d'eau pendant jusqu'à 48 heures. Élise avait été envoyée à Sainte-Marie-aux-Mines en novembre 1944, 3 mois après avoir été capturée à Lyon lors d'une opération de recherche de la Gestapo visant des membres de la résistance française cachés à l'hôpital Édouard Herriot, où elle travaillait comme infirmière depuis 1938. Bien qu'elle ne fît pas officiellement partie d'un réseau de résistance organisée, Élise avait commis l'erreur fatale de cacher de faux documents d'identité pour un médecin juif qui soignait des blessés de la résistance dans le sous-sol de l'hôpital, action qui fut découverte lorsqu'un informateur dénonça toute l'opération aux autorités allemandes. Elle fut interrogée pendant 17 heures consécutives dans une salle sans fenêtre au siège de la Gestapo à Lyon, battue avec des matraques en caoutchouc qui laissèrent des hématomes permanents sur son dos et ses côtes, et finalement classée comme prisonnière politique à faible risque en raison de l'absence de preuves directes d'activité militaire contre le Reich. Cette classification, ironiquement, sauva sa vie à ce moment-là, mais la condamna aussi à quelque chose que beaucoup considéraient comme pire. Le travail forcé dans un camp isolé, où les femmes disparaissaient régulièrement sans laisser de traces, sans enregistrement, sans personne pour demander après elles. Durant les premiers jours au complexe, Élise pouvait à peine tenir debout en raison de la dénutrition sévère et des séquelles des passages à tabac, mais son expérience d'infirmière attira l'attention d'une gardienne allemande nommée Hilda Brenner, une femme de 46 ans, veuve de guerre, qui supervisait le secteur administratif du camp et avait besoin de quelqu'un d'alphabétisé pour organiser des documents, nettoyer les bureaux et préparer des rapports de production envoyés chaque semaine au commandement régional de Strasbourg. Hilda n'était pas cruelle selon les standards du camp.
ce qui signifiait seulement qu'elle ne battait pas les prisonnières par plaisir et permettait occasionnellement à Élise d'emporter des restes de nourriture à la baraque numéro 7, où dormaient les femmes les plus affaiblies. Ce petit privilège, cependant, donna à Élise accès à quelque chose de beaucoup plus précieux que la nourriture: l'information. En nettoyant les tables, en vidant les corbeilles à papier et en organisant les archives dans le bureau administratif, elle commença à percevoir des schémas. Elle remarqua que, toutes les 2 ou 3 semaines, des groupes de 15 à 20 femmes étaient retirés des listes de travail sans explication officielle, remplacés par de nouveaux noms provenant de camps plus grands comme Ravensbrück ou de prisons régionales en Alsace. Elle remarqua que ces transferts se produisaient toujours pendant la nuit, toujours les jeudis, toujours précédés de documents tamponnés du mot Sonderbehandlung, traitement spécial, un terme qu'Élise reconnaissait des murmures à l'hôpital de Lyon comme euphémisme pour extermination. Pendant des semaines, elle ne fit rien avec cette information parce qu'il n'y avait rien qu'elle pût faire, parce que toute tentative de résistance entraînerait une exécution immédiate, parce que la simple idée de défier le système semblait non seulement impossible, mais complètement insensée. Et puis, dans la nuit du 28 février 1945, alors qu'elle fouillait une corbeille à papier à la recherche de tout papier qui pourrait servir d'isolation thermique supplémentaire pour la baraque, Élise trouva un mémorandum froissé, partiellement brûlé, daté du 26 février. Le document, rédigé en allemand formel et signé par le commandant du camp, Hauptsturmführer Klaus Richter, informait le commandement régional qu'un transfert sanitaire à grande échelle était programmé pour l'aube du 3 mars, impliquant 187 prisonnières classées comme improductives en raison de conditions médicales irréversibles, qui seraient transportées par convoi de camions jusqu'à la gare de Sélestat, puis envoyées par train jusqu'au centre médical de Dachau pour des procédures finales. La liste annexée contenait les noms, et Élise reconnut chacun d'eux. C'étaient les femmes les plus faibles, celles qui pouvaient à peine travailler, celles qui crachèrent du sang, celles qui avaient des blessures infectées, celles qui représentaient un gaspillage de ressources pour la machine de guerre allemande, qui, à cette hauteur de 1945, éliminait déjà tout l'Est qui ralentissait sa tentative désespérée de survie. Si vous écoutez cette histoire maintenant, où que vous soyez dans le monde, sachez que ce qu'Élise fit dans les heures suivantes défia toute logique militaire, toute attente de survie et toute compréhension conventionnelle du courage humain. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous suivez, car des histoires comme celle-ci doivent être rappelées. Et chaque voix qui se joint ici garantit que ces noms ne seront jamais oubliés. Élise resta paralysée pendant presque 20 minutes, tenant ce papier avec les mains tremblant violemment, non seulement à cause du froid, mais à cause du poids écrasant de ce qu'elle venait de découvrir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas sauver ces femmes par la force physique, ne pourrait pas affronter des gardiens armés, ne pourrait pas simplement ouvrir les portails et crier à toutes de courir. Mais quelque chose dans son esprit d'infirmière, formé à identifier des schémas dans des symptômes chaotiques, commença à travailler de manière presque automatique. Elle relut le mémorandum 3 fois, se concentrant non sur les mots, mais sur les détails techniques. Heure de départ du convoi, 3h15 du matin du 3 mars. Itinéraire prévu. Route secondaire contournant la vallée jusqu'à l'entrée du tunnel de Sainte-Croix-aux-Mines, puis descente jusqu'à Sélestat. Temps estimé de voyage, 4 heures. Composition du convoi, 6 camions militaires, Opel Blitz, escorte de 12 soldats armés, un véhicule de commandement avec le Hauptsturmführer Richter et 2 officiers de la SS. Et alors Élise vit. L'itinéraire incluait le tunnel de Sainte-Croix-aux-Mines, un passage d'1,5 km creusé en 1912 pour faciliter le transport de minerais, mais qui avait été officiellement fermé en 1938 après une série d'effondrements qui tuèrent 11 travailleurs. Les Allemands, cependant, avaient rouvert le tunnel en 1944 comme raccourci stratégique, ignorant complètement les rapports d'ingénierie qui alertaient sur l'instabilité structurelle de la roche calcaire, aggravée par les explosions d'artillerie alliée qui secouaient la région avec une fréquence croissante depuis le début de 1945. Le cœur d'Élise commença à battre de façon irrégulière, non de peur mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, l'étincelle absurde d'une possibilité. Si elle parvenait à retarder le convoi, cette
Si elle parvenait à créer suffisamment de confusion pour que le transfert ne se produise pas à la date prévue, peut-être y aurait-il une chance, aussi minime soit-elle, que quelque chose change. Que le chaos de la guerre en effondrement intercepte ce train avant qu'il n'atteigne Dachau. Mais comment une prisonnière dénutrie, sans armes, sans alliés fiables, sans aucun pouvoir réel, pourrait-elle retarder une opération militaire allemande? La réponse vint à Élise de façon presque bizarre, alors qu'elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait appris durant ses années à l'hôpital. Les Allemands, même dans le chaos de 1945, étaient obsédés par la hiérarchie, par la documentation, par les procédures. Ils avaient peur de l'audit interne, des inspections surprises de la SS, de tout ce qui pourrait suggérer incompétence ou insubordination. Et Élise, qui passait ses journées à nettoyer des bureaux et à organiser des archives, avait accès à du papier à en-tête, des tampons officiels et, plus important, connaissait la routine de communication entre le camp et le commandement régional. Cette nuit-là, seule dans la baraque pendant que les autres femmes dormaient épuisées, Élise prit une décision qu'elle savait pouvoir lui coûter la vie. Elle allait fabriquer un audit fictif. Dans les 48 heures qui suivirent, Élise Charpentier opéra dans un état de clarté mentale qu'elle-même ne pouvait expliquer complètement. Mue par une combinaison de désespoir calculé et la mémoire musculaire d'années à organiser des documents médicaux sous pression à l'hôpital Édouard Herriot. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance, que toute erreur entraînerait une exécution sommaire, et que même si elle parvenait à planter la graine du doute dans l'esprit des officiers allemands, il n'y avait aucune garantie que son plan fonctionnerait. Mais pour la première fois depuis sa capture à Lyon, Élise sentait qu'elle avait quelque chose au-delà de l'obéissance passive à sa disposition. Elle avait l'information, le timing et la compréhension intime de comment les systèmes bureaucratiques pouvaient être manipulés par ceux qui connaissaient leurs fractures cachées. La première étape consistait à créer un document suffisamment convaincant pour générer une panique administrative sans être facilement vérifiable dans les quelques heures dont elle disposait jusqu'au départ du convoi. Durant son travail au bureau, Élise avait mémorisé le format exact des mémorandums internes de la SS, incluant les codes de référence qui variaient selon le département d'origine, les signatures stylisées des officiers supérieurs et même le type spécifique de papier utilisé pour les communications classifiées, un papier crème légèrement texturé, qui différait du papier blanc ordinaire utilisé pour les rapports de routine. Le matin du 1er mars, alors qu'elle nettoyait le bureau de Hilda Brenner, Élise réussit à voler 3 feuilles de papier à en-tête officielle qui se trouvaient dans un tiroir peu verrouillé, ainsi qu'un bloc de carbone utilisé pour faire des copies de documents, objet qu'elle cacha à l'intérieur de sa blouse en lambeaux et transporta jusqu'à la baraque, avec le cœur battant si fort qu'elle était certaine que tous pouvaient l'entendre. Cette nuit-là, utilisant un morceau de charbon aiguisé comme instrument d'écriture improvisé, et travaillant à la faible lumière d'une bougie qu'elle avait échangée contre sa ration de pain avec une autre prisonnière, Élise rédigea un faux mémorandum adressé directement au Hauptsturmführer Klaus Richter. Le document, daté du 28 février et supposément originaire du bureau du Brigadeführer Heinrich Baumann à Strasbourg, informait qu'une inspection administrative de routine serait conduite à Sainte-Marie-aux-Mines entre les 3 et 5 mars, avec un accent spécifique sur les procédures de transfert de prisonniers et la conformité au protocole sanitaire établi par la directive SS-WVHA de janvier 1945. Le mémorandum instruisait le commandant Richter à préparer tous les registres de transfert réalisés depuis octobre 1944, incluant la documentation photographique des conditions de transport, les rapports médicaux des prisonniers transférés et les confirmations de réception des camps de destination, matériaux qu'Élise savait inexistants de forme complète ou organisée parce qu'elle avait vu personnellement la négligence avec laquelle ces opérations étaient documentées dans le chaos des derniers mois de la guerre. La génialité dangereuse du plan d'Élise résidait dans sa subtilité. Elle n'affirmait pas que le transfert du 3 mars était annulé ou interdit, ce qui aurait immédiatement soulevé des soupçons et exigé une vérification urgente avec Strasbourg. Au lieu de cela, elle créait simplement l'impression que ce transfert spécifique serait examiné de près par des inspecteurs de la SS, que toute irrégularité serait documentée et rapportée, et que le commandant Richter serait personnellement responsabilisé
pour toute défaillance dans les procédures. Pour un officier allemand en 1945, particulièrement un Hauptsturmführer de camp relativement junior comme Richter, la perspective d'une inspection surprise de la SS était terrifiante. Non seulement pour des questions de carrière, mais parce que, à ce stade de la guerre, les officiers considérés comme incompétents ou négligents étaient souvent envoyés sur le front oriental comme punition, ce qui équivalait à une sentence de mort. Élise pariait que Richter, en recevant ce mémorandum le matin du 2 mars, seulement 24 heures avant le transfert programmé, entrerait en panique suffisante pour tenter de reporter l'opération, jusqu'à ce qu'il puisse organiser la documentation exigée, ou au moins jusqu'à ce qu'il puisse confirmer avec Strasbourg si l'inspection était réelle, processus qui prendrait au minimum 3 à 4 jours, étant donné l'état chaotique des communications allemandes en mars 1945. La deuxième étape, peut-être encore plus risquée que la première, était de trouver un moyen de placer ce faux document entre les mains du commandant Richter sans soulever de soupçons sur son origine. Élise ne pouvait pas simplement laisser le papier sur son bureau parce que les mémorandums officiels arrivaient toujours par des messagers militaires, ou étaient remis personnellement par des officiers supérieurs, n'apparaissaient jamais mystérieusement de nulle part. Elle avait besoin d'un intermédiaire, quelqu'un qui pourrait être manipulé pour croire qu'il accomplissait un ordre légitime, sans poser de questions gênantes. La solution vint de façon improbable à travers Werner Scholz, un soldat allemand de 23 ans originaire de Dresde, qui travaillait comme assistant administratif au camp et était connu parmi les prisonnières pour sa nature nerveuse et sa tendance à suivre les ordres à la lettre sans questionner les supérieurs. Werner n'était pas cruel, mais n'était pas non plus assez courageux pour défier le système. Il exécutait simplement des tâches bureaucratiques, avec une efficacité mécanique, évitait les problèmes et rêvait secrètement de survivre à la guerre pour rentrer chez lui et travailler dans la quincaillerie de son père. Élise avait observé Werner pendant des semaines et remarqué qu'il avait une routine fixe. Tous les matins à 7 heures, il collectait le courrier et les documents de la boîte d'arrivée dans le bureau principal et les distribuait personnellement aux officiers selon les noms sur les enveloppes. À l'aube du 2 mars, Élise se réveilla à 4 heures du matin, moment où les gardiens nocturnes étaient plus somnolents et distraits, et utilisant des techniques de mouvement silencieux qu'elle avait apprises en observant d'autres prisonnières plus expérimentées, réussit à sortir de la baraque sans être détectée et à s'approcher du bâtiment administratif par un itinéraire qui passait par la zone de décharge de charbon, un endroit rarement patrouillé parce que considéré sans valeur stratégique. Le bureau principal était verrouillé, mais Élise savait qu'une des fenêtres du côté nord avait un loquet défectueux qu'elle-même avait remarqué des semaines auparavant en nettoyant la zone externe. Avec les mains tremblant autant de froid que de terreur, elle réussit à forcer la fenêtre suffisamment pour l'ouvrir, entra dans le bureau obscur, où l'odeur de papier moisi et d'encre se mélangeait à l'arôme de tabac froid, et localisa la boîte d'arrivée où le courrier était déposé avant la distribution matinale. Élise plaça son faux mémorandum dans une enveloppe qu'elle avait fabriquée en utilisant du papier ordinaire et de la colle improvisée, faite de farine et d'eau, l'adressa clairement pour Hauptsturmführer Klaus Richter, urgent, confidentiel, la positionna au sommet de la pile de documents pour garantir qu'elle serait la première à être livrée, puis s'échappa par la même fenêtre, retournant à la baraque à 5h20 du matin, seulement 10 minutes avant le coup de sifflet qui marquait le début de la journée de travail. À 7h15 ce matin-là, pendant qu'Élise feignait d'organiser des étagères dans l'entrepôt sous la supervision minimale d'une gardienne distraite, Werner Scholz remit personnellement l'enveloppe au commandant Richter, qui à ce moment était dans son bureau en train de réviser les préparatifs finaux pour le transfert du lendemain. Ce qui se passa dans les minutes suivantes, Élise ne l'apprit que des heures plus tard à travers des fragments de conversation qu'elle réussit à capter en nettoyant les couloirs proches du bureau du commandant. Mais ce fut suffisant pour confirmer que la première phase de son plan avait fonctionné. Richter avait ouvert l'enveloppe, lu le mémorandum et immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec ses 2 officiers subordonnés, l'Obersturmführer Hans Dietrich et l'Untersturmführer Paul Krause. Les voix qui s'échappèrent par la porte entr'ouverte étaient tendues, agitées, chargées d'une anxiété qu'Élise reconnut comme le son d'homme confronté à une menace bureaucratique qu'il ne savait pas comment neutraliser.
Richter, dont la voix était normalement contrôlée et froide, semblait genuinement perturbé en ordonnant à Dietrich de tenter d'établir un contact téléphonique immédiat avec le bureau du Brigadeführer Baumann à Strasbourg pour confirmer les détails de l'inspection annoncée. Mais il y avait un problème qu'Élise avait prévu et qui jouait maintenant de façon dévastatrice en sa faveur. Les lignes téléphoniques entre Sainte-Marie-aux-Mines et Strasbourg étaient intermittentes depuis mi-février, en raison de sabotage de la résistance française et du bombardement allié des infrastructures de communication, ce qui signifiait qu'établir un appel clair pourrait prendre des heures ou même des jours. Durant les 24 heures suivantes, le complexe de Sainte-Marie-aux-Mines plongea dans un état de chaos administratif qu'Élise observait avec un mélange de fascination terrifiée et d'espoir fragile. Le commandant Richter, incapable de confirmer l'authenticité du mémorandum, mais également incapable de risquer de l'ignorer au cas où il serait authentique, prit la décision de reporter le transfert programmé pour le 3 mars jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Il ordonna à Werner Scholz et à 2 autres assistants administratifs de commencer à compiler frénétiquement toute la documentation liée aux transferts antérieurs, tâche presque impossible étant donné l'état désorganisé des archives et le fait que beaucoup de ces opérations n'avaient jamais été adéquatement enregistrées en premier lieu. Les prisonnières sélectionnées pour le transfert, qui avaient déjà été séparées des autres et confinées dans une baraque isolée la nuit précédente, furent soudainement informées que le transport était temporairement reporté pour raisons administratives. Un changement si inhabituel qu'il généra des murmures confus parmi toutes les femmes du camp. Élise, qui continuait à réaliser ses tâches de nettoyage, comme si rien n'avait changé, pouvait à peine contrôler l'adrénaline qui pulsait dans ses veines, mais savait que son travail était loin d'être terminé, parce que reporter le transfert de 48 heures n'était pas suffisant. Elle avait besoin de temps réel, suffisamment de temps pour que la guerre elle-même intercepte ce convoi avant qu'il ne parte. La 3e étape de son plan dépendait de quelque chose qui était complètement hors de son contrôle, la résistance française. Élise savait, à travers des rumeurs chuchotées entre prisonnières qui avaient été capturées plus récemment, que des cellules de la résistance opéraient dans les montagnes autour de Sainte-Marie-aux-Mines, petits groupes de combattants qui réalisaient des sabotages occasionnels contre des convois allemands et des lignes d'approvisionnement. Mais elle n'avait pas de contact avec ces cellules, n'avait aucun moyen d'envoyer des messages hors du camp, et n'avait aucune garantie qu'ils seraient même du transfert planifié ou auraient la capacité de l'intercepter. Ce qu'Élise devait faire maintenant était créer plus de temps, plus de confusion, plus de raisons pour que le commandant Richter continue à reporter l'opération jusqu'à ce qu'un événement externe, qu'un changement dans la situation militaire, un miracle improbable, rende ce transfert impossible ou non pertinent. Et c'est alors qu'elle réalisa quelque chose de crucial. Si le premier faux message avait créé la peur d'une inspection, un second message pourrait transformer cette peur en paranoïa complète. Dans la nuit du 3 mars, utilisant la dernière feuille de papier à en-tête qu'elle avait volée, Élise fabriqua un second document, celui-ci encore plus audacieux que le premier. Le nouveau mémorandum, supposément envoyé par le même Brigadeführer Baumann et daté du 2 mars, informait le commandant Richter que, en raison d'irrégularités identifiées dans des transferts récents d'autres camps de la région, l'inspection programmée serait élargie et inclurait désormais une révision complète de toutes les procédures de sécurité, incluant la vérification d'authenticité de documents internes et l'investigation d'une possible infiltration d'éléments subversifs dans des positions administratives. Le message se terminait par une instruction directe. Aucun transfert de prisonniers ne doit être exécuté jusqu'à la conclusion de l'inspection et la libération explicite par écrit de cette direction. Élise savait que ce second document était beaucoup plus risqué parce qu'il était plus spécifique, plus restrictif et donc plus facile à questionner ou vérifier. Mais elle savait aussi qu'elle pariait tout sur un seul coup désespéré, qu'elle avait déjà franchi toutes les lignes possibles et que, à ce stade, la différence entre être exécuté pour avoir tenté et être envoyé à Dachau pour ne rien faire était une distinction sans signification pratique. Elle répéta le même processus que la première fois, s'infiltra dans le bureau administratif à l'aube du 4 mars, plaça l'enveloppe dans la boîte d'arrivée et s'échappa avant l'aube. Et une fois de plus,
Werner Scholz remit personnellement le document au commandant Richter, qui cette fois réagit avec quelque chose proche de la panique authentique. Les jours qui suivirent la remise du second faux mémorandum transformèrent le complexe de Sainte-Marie-aux-Mines en un théâtre de paranoïa croissante, où les officiers allemands se déplaçaient avec la rigidité d'hommes marchant sur de la glace fine, conscients que chaque décision pourrait être examinée, chaque document pourrait être une preuve d'incompétence, chaque mot pourrait être rapporté à des inspecteurs invisibles qui n'arrivaient jamais mais dont la présence menaçante planait sur chaque couloir et chaque bureau comme un nuage toxique. Le commandant Klaus Richter, un homme qui jusqu'alors avait administré le camp, avec l'efficacité bureaucratique froide typique des officiers SS de niveau moyen, passait maintenant des heures enfermé dans son bureau, tentant désespérément d'établir un contact avec Strasbourg à travers des lignes téléphoniques qui tombaient toutes les 15 minutes, envoyant des messagers en motocyclette qui mettaient 8 heures pour faire un voyage qui normalement en prenait 3, et révisant compulsivement chaque document du camp à la recherche d'irrégularités qui pourraient être corrigées avant l'arrivée des inspecteurs fantômes. Ces subordonnés, quant à eux, commencèrent à se comporter avec la prudence exagérée d'animaux sentant la proximité d'un prédateur, vérifiant et revérifiant les ordres, demandant des confirmations écrites pour des tâches routinières, évitant de prendre toute initiative qui pourrait être ultérieurement questionnée. C'était exactement le type de paralysie administrative qu'Élise avait tenté de créer, mais même elle n'avait pas prévu à quel point la peur bureaucratique pourrait désintégrer complètement la chaîne de commandement d'un système militaire qui, en théorie, était construit sur l'obéissance absolue et la hiérarchie rigide. Durant cette période de suspension agonisante, les 187 femmes qui avaient été marquées pour le transfert restèrent confinées dans la baraque d'isolement, vivant dans un état d'incertitude torturante où chaque bruit de bottes s'approchant pouvait signifier que le report était terminé et que les camions étaient finalement arrivés pour les emmener. Élise, qui continuait à travailler au bureau administratif, comme si rien n'avait changé, trouvait des moyens discrets de transmettre des informations à ces femmes chaque fois que possible, chuchotant à travers les fissures des murs en bois durant ses quarts de nettoyage, laissant de petits morceaux de papier avec des messages codés cachés dans des endroits que seules certaines prisonnières savaient vérifier. Les messages étaient toujours les mêmes. « Attendez, ne perdez pas espoir, quelque chose est en train de changer. » Mais Élise savait que le temps s'épuisait parce que, éventuellement, le commandant Richter parviendrait à confirmer avec Strasbourg que les mémorandums étaient faux, ou déciderait simplement d'exécuter le transfert de toute façon et de gérer les conséquences après, ou pire encore, commencerait une investigation interne pour découvrir comment des documents frauduleux étaient entrés dans le système, investigation qui mènerait inévitablement à elle. Le point de basculement arriva dans la nuit du 7 mars 1945, lorsque quelque chose complètement hors du contrôle d'Élise se produisit et changea définitivement la situation. À 22 heures, alors que la majeure partie du camp était déjà dans les routines nocturnes, et que les gardiens faisaient leurs rondes habituelles, une explosion massive secoua les montagnes autour de Sainte-Marie-aux-Mines, avec une force suffisante pour briser les fenêtres dans les baraques et renverser les étagères dans les entrepôts. Le son résonna dans la vallée comme un tonnerre prolongé, suivi par une série d'explosions plus petites qui illuminèrent le ciel nocturne avec des éclairs orangés visibles même à travers les murs en bois des baraques. Ce qui s'était passé, comme Élise et toutes les autres le découvriraient seulement dans les heures suivantes, était que la résistance française avait finalement réussi à exécuter une opération qu'elle planifiait depuis des semaines. La destruction complète du tunnel de Sainte-Croix-aux-Mines, le même passage qui figurait comme route principale dans le plan de transfert des prisonnières. Utilisant des explosifs volés dans un dépôt allemand et profitant de l'instabilité structurelle qui existait déjà dans la roche calcaire, les combattants de la résistance avaient fait détonner des charges en 6 points stratégiques le long du tunnel, causant un effondrement en cascade qui non seulement bloqua le passage, mais provoqua aussi des glissements de terrain sur les pentes au-dessus, rendant impossible toute tentative de reconstruction ou d'utilisation de routes alternatives pendant au moins 3 semaines. La nouvelle de l'effondrement du tunnel parvint au commandant Richter le matin du 8 mars à travers un messager en motocyclette
qui avait réussi à contourner les glissements de terrain en utilisant des sentiers de montagne normalement impraticables pour des véhicules plus grands. L'impact de cette information fut dévastateur pour les plans allemands, non seulement à Sainte-Marie-aux-Mines, mais dans toute la région, parce que ce tunnel n'était pas important seulement pour le transfert de prisonnières, mais servait comme route critique d'approvisionnement pour plusieurs positions militaires allemandes dans les Vosges, positions qui étaient maintenant effectivement isolées du reste de l'infrastructure logistique allemande, à un moment où les Alliés avançaient rapidement par l'est de la France. Pour Richter, l'effondrement du tunnel signifiait que le transfert programmé pour Dachau devrait être complètement replanifié en utilisant une route beaucoup plus longue qui passait par Colmar et contournait les montagnes par le sud, route qui ajouterait au moins 6 heures au temps de voyage et qui, plus important, traversait des zones où l'activité de la résistance française était encore plus intense. Plus urgent encore, Richter reçut des ordres directs de Strasbourg lui ordonnant de prioriser le transport de fournitures militaires essentielles sur toute autre opération, incluant les transferts de prisonniers, jusqu'à ce que des routes alternatives stables puissent être établies. Ce fut dans ce contexte de chaos logistique et de paralysie administrative qu'Élise réalisa que le moment était venu d'exécuter la phase finale de son plan, la partie la plus dangereuse et irréversible: sortir les femmes du camp. Elle savait que la fenêtre d'opportunité était extrêmement étroite parce que, une fois la situation stabilisée et de nouvelles routes établies, le transfert serait repris et tout le temps qu'elle avait gagné aurait été gaspillé. Plus important, elle savait que, éventuellement, quelqu'un à Strasbourg répondrait aux tentatives de Richter de confirmer l'inspection fantôme et la fraude serait découverte. Moment où non seulement le transfert serait exécuté, mais aussi une investigation brutale serait lancée pour trouver le responsable des faux documents. Élise devait agir maintenant. Mais agir comment? Elle était une prisonnière dénutrie sans armes, sans capacité physique pour se battre, sans alliés externes fiables. La réponse résidait dans quelque chose qu'elle avait observé durant ses mois au camp, mais qu'elle reconnaissait seulement maintenant comme voie d'évasion potentielle: la sortie de Charbon. Le complexe de Sainte-Marie-aux-Mines avait été construit en utilisant les ruines de l'ancienne mine d'argent, et une partie de ces ruines incluait un système de tunnels secondaires qui avait été utilisé des décennies auparavant pour transporter le charbon utilisé dans les fours de traitement du minerai. Lorsque les Allemands convertirent le site en camp de travail forcé, ils bloquèrent la majorité de ces tunnels pour des raisons de sécurité, mais maintinrent ouvert un couloir qui menait jusqu'à une sortie externe à la base de la montagne, sortie qui était utilisée pour décharger les cendres et les résidus de charbon qui s'accumulaient dans les zones de travail. Cette sortie était considérée sûre du point de vue allemand, parce qu'elle débouchait sur une falaise abrupte à 200 mètres en dessous du niveau du camp principal, entourée de forêts denses et considérées impraticables, particulièrement pour des femmes faibles et dénutries. Il n'y avait pas de gardien positionné dans cette zone parce que personne n'imaginerait que quelqu'un tenterait de s'échapper par là, surtout en hiver lorsque la descente serait encore plus dangereuse en raison de la glace et de l'obscurité. Mais Élise, qui avait grandi dans les montagnes proches de Grenoble et qui avait des souvenirs d'enfance d'escalade de sentiers difficiles avec son père, savait que ce type de terrain, bien que brutal, était navigable si la personne avait suffisamment de détermination et était prête à risquer des chutes et des blessures en échange de la liberté. Dans la nuit du 9 mars, Élise commença à se mouvoir. Elle passa la journée entière à mémoriser chaque détail de la route interne qui menait au tunnel de charbon, observant les schémas de ronde des gardiens nocturnes, identifiant les points où l'éclairage était le plus faible et où il serait possible de déplacer un grand groupe de femmes sans être immédiatement détectées. Elle savait qu'elle ne pourrait pas communiquer le plan ouvertement à toutes les 187 femmes, parce que le risque que quelqu'un parle, volontairement ou sous coercition, était trop grand. Au lieu de cela, elle identifia 12 femmes en qui elle avait entièrement confiance, des prisonnières qu'elle avait connues durant les mois au camp et qui avaient démontré courage, intelligence et capacité à garder des secrets, même sous pression extrême. Parmi elles se trouvait Marguerite Dubois, une ex-enseignante de Strasbourg qui avait été capturée pour avoir caché des enfants juifs dans son école. Claire Fontaine, une opératrice radio de la Résistance qui avait été torturée par la Gestapo, mais n'avait jamais révélé les noms de ses contacts, et Simone Laurent,
une médecin qui avait perdu toute sa famille à Auschwitz, mais continuait à prendre soin des autres prisonnières avec un dévouement qui défiait le désespoir. Élise s'approcha de chacune de ces femmes séparément, dans des moments volés durant les quarts de travail ou dans les brefs intervalles entre les repas, et chuchota le même message. Cette nuit, minuit, tunnel de charbon. N'amenez que celle en qui vous avez confiance avec votre vie. À minuit du 9 mars, sous un ciel sans lune couvert de nuages bas qui cachètent même les étoiles, Élise se déplaça silencieusement à travers les baraques, réveillant les femmes sélectionnées avec des touches légères et des gestes urgents qui ne permettaient ni hésitation ni question. Une par une, elles sortirent de leur couchette, s'enroulèrent dans toute couche supplémentaire de vêtements qu'elles possédaient et suivirent Élise à travers les ombres vers le bâtiment de stockage où se trouvait l'entrée des tunnels de charbon. Le bâtiment était verrouillé, mais Élise avait volé une copie de la clé des semaines auparavant, anticipant qu'elle pourrait en avoir besoin pour une urgence future qu'à l'époque elle ne pouvait même pas imaginer clairement. La serrure grinça en tournant, un son qui sembla aussi fort qu'un cri dans le silence de la nuit, mais aucune alarme ne retentit, aucun gardien n'apparut. Élise poussa lentement la porte, et une par une, les 12 femmes entrèrent dans l'obscurité absolue de l'entrepôt, où l'odeur de charbon vieux et moisi se mélangeait à l'odeur métallique d'outils rouillés. Le tunnel de charbon était étroit, bas, avec des murs de pierre humides qui goûtaient de l'eau glacée et un sol irrégulier couvert de cendres et de débris accumulés au cours de décennies. Élise alluma une bougie qu'elle avait gardée pour ce moment, sa faible lumière créant des ombres dansantes sur les murs de roche qui semblaient bouger avec une vie propre. Elle se tourna vers les femmes rassemblées derrière elle et vit sur leur visage un mélange de terreur et d'espoir qui faillit la faire s'effondrer. Mais elle força sa voix à rester ferme en chuchotant « Je vais vous sortir d'ici. Pas toutes en une fois, pas toutes aujourd'hui, mais je vais commencer maintenant. Vous 12 viendrez avec moi cette nuit. Nous atteindrons la base de la montagne avant l'aube. De là, nous suivrons vers le sud, vers la forêt, où des groupes de la résistance opèrent. C'est dangereux. Nous pouvons mourir en chemin, mais mourir en essayant est mieux qu'attendre le train pour Dachau. » Il y eut un moment de silence absolu, puis Marguerite Dubois, l'ex-enseignante, fit un pas en avant et dit avec une voix qui tremblait mais ne se brisait pas « Nous venons avec vous, Élise, jusqu'au bout. » La descente à travers le tunnel de charbon fut une expérience qu'aucune des 13 femmes n'oublierait jamais, un voyage à travers l'obscurité presque totale où chaque pas devait être testé soigneusement parce que le sol était couvert de débris tranchants et de trous cachés. Élise menait le groupe avec l'unique bougie, sa flamme faible, offrant seulement assez de lumière pour voir un demi-mètre devant, les forçant à se déplacer à une vitesse douloureusement lente pendant qu'elles se tenaient les unes aux autres pour ne pas se séparer dans l'obscurité. L'air à l'intérieur du tunnel était lourd, chargé d'humidité et de poussière de charbon qui griffaient la gorge à chaque respiration. Certaines des femmes pleuraient silencieusement en marchant, une libération émotionnelle réprimée pendant des mois de terreur contrôlée. D'autres priaient en murmures, des mots en français, allemand et yiddish, se mélangeant dans une liturgie improvisée de supplication et de gratitude. La descente dura presque 2 heures, parce que le tunnel serpentait à travers la montagne, avec plusieurs bifurcations et sections où le plafond s'était partiellement effondré, les forçant à ramper sous des poutres en bois pourri. À mi-chemin, le passage se rétrécissait tellement qu'elles durent se faufiler de côté. Ce fut là que Claire Fontaine entra en panique claustrophobe et commença à hyperventiler. Élise dut tenir le visage de Claire entre ses mains et chuchota avec une intensité féroce. « Tu as survécu à la Gestapo. Tu as gardé des secrets pendant qu'ils te brisèrent les doigts. Tu peux survivre à cette montagne. Respire avec moi. Maintenant. » Et Claire respira, jusqu'à ce que la panique recule suffisamment pour qu'elle continue à avancer. Finalement, elles virent devant elles un rectangle de gris plus clair, la sortie qui débouchait sur la falaise externe. Élise éteignit la bougie et s'approcha prudemment de l'ouverture. Ce qu'elle vit fut à la fois rassurant et terrifiant. Il n'y avait pas de gardien, mais la falaise était encore plus abrupte qu'elle ne se souvenait. Une descente presque verticale d'approximativement 200 mètres, couverte de glace et de neige partiellement fondue. La forêt, à la base, semblait dense et sombre, mais Élise savait qu'une fois qu'elles y arriveraient,
elle serait officiellement hors du périmètre du camp. Élise se tourna vers les 12 autres femmes. La descente est dangereuse. Nous allons nous attacher les unes aux autres en utilisant nos vêtements déchirés comme cordes. Si une tombe, les autres la retiennent. Quand nous atteindrons la forêt, nous suivrons vers le sud-est jusqu'au ruisseau Liebvret qui marque le bord de la zone d'opération de la résistance. Marguerite montra aux autres comment faire des nœuds solides. Simone vérifia rapidement chacune des femmes. Et bien que plusieurs fussent en conditions physiques terribles, aucune n'était disposée à rester en arrière. La descente prit presque 3 heures et fut marquée par des moments de terreur pure. 2 des femmes, Rachel et Yvonne, souffrirent de blessures durant la descente, mais elles continuèrent, s'appuyant les unes sur les autres. Élise dut faire des choix impossibles sur quelle route suivre, pariant la vie de toutes sur sa mémoire fragmentée de la géographie locale. Quand le ciel commençait à s'éclaircir, les 13 femmes atteignirent la base et se traînèrent vers la forêt. Elles s'effondrèrent sur le sol, corps tremblant violemment. Pendant plusieurs minutes, personne ne réussit à parler. Puis Marguerite commença à rire, un son qui se répandit rapidement aux autres, jusqu'à ce que toutes les 13 rient et pleurent simultanément, s'embrassant les unes les autres, incapables d'articuler en mots ce qu'elles ressentaient. Mais Élise savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle força son corps épuisé à se lever et mena le groupe vers le sud-est à travers la forêt. Elles marchèrent pendant presque 2 heures, chaque bruit faisant leur cœur accélérer de peur. Ce fut Simone qui entendit la première des voix humaines parlant en français. Élise s'approcha prudemment jusqu'à voir une petite clairière où 5 hommes armés portaient au bras un brassard avec la croix de Lorraine, symbole de la résistance française. Élise sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit s'évanouir. Elle sortit de derrière l'arbre avec les mains levées. « Ne tirez pas. Nous sommes des prisonnières françaises. Nous nous sommes échappés de Sainte-Marie-aux-Mines. Nous avons besoin d'aide. » L'homme à la barbe grisonnante fit un pas en avant. « Combien êtes-vous » Une par une, les 12 autres femmes émergèrent des arbres. L'homme les regarda pendant un long moment, puis dit « Mon nom est Jacques Moreau. Je suis commandant de cette cellule de la résistance. Vous venez de faire quelque chose que nous pensions impossible. Venez. Nous avons une cachette à 3 kilomètres d'ici. » Ce qu'Élise ne savait pas était que sa fuite avait déclenché une chaîne d'événements au camp. Lorsque l'absence des 13 femmes fut découverte, le commandant Richter entra dans un état de panique, convaincu que la fuite faisait partie d'une conspiration. Il ordonna un confinement complet du camp et annula tous les transferts indéfiniment. Mais l'histoire d'Élise était loin d'être terminée. Dans les jours suivants, elle travailla avec Jacques Moreau pour développer un plan encore plus audacieux. Une attaque coordonnée sur Sainte-Marie-aux-Mines durant la prochaine tentative de transfert. Elle passa 3 jours à dessiner des cartes détaillées du camp de mémoire, identifiant les points faibles dans la sécurité. L'opération fut exécutée dans la nuit du 18 mars 1945. La résistance positionna 3 groupes de combattants en points stratégiques. L'attaque commença à 3 heures du matin. Dans le chaos, Élise et 6 combattants émergèrent du tunnel de charbon directement à l'intérieur du complexe. Élise, armée seulement d'un couteau, mena les combattants vers la baraque d'isolement et entra en criant « Venez avec moi maintenant. Par la sortie de charbon, n'hésitez pas. » Ce ne fut pas sans coup. 3 combattants de la résistance moururent, incluant Pierre Duchamp qui prit 3 balles dans la poitrine. 14 prisonnières moururent durant l'opération. Mais 173 femmes réussirent à sortir et furent graduellement transportées vers des territoires contrôlés par les Alliés. Élise resta avec la résistance durant les dernières semaines de la guerre, travaillant comme infirmière de campagne. Elle ne célébra jamais sa propre action, ne parla jamais publiquement de ce qu'elle avait fait, ne chercha jamais reconnaissance. Ce ne fut qu'en 1947 qu'Élise écrivit un compte-rendu complet des événements, manuscrit qui resta inconnu jusqu'en 1998. Des 173 femmes qui s'échappèrent, 141 survécurent à la guerre. Certaines se réunissaient annuellement le 18 mars pour se souvenir de celles qui moururent. Plusieurs tentèrent de localiser Élise pour la remercier, mais elle refusait toujours, expliquant qu'elle préférait regarder vers l'avant. Élise Charpentier mourut à Lyon en 1989, à 76 ans. Ses funérailles furent discrètes et son nécrologie occupa seulement 3 lignes. En 2003, 14 ans après sa mort,
le gouvernement français accorda à titre posthume à Élise la Légion d'honneur pour courage extraordinaire face à la terreur nazie. Aujourd'hui, lorsque nous lisons ces mots écrits en 1947, nous ne lisons pas seulement l'histoire. Nous touchons quelque chose de plus profond sur la nature du courage humain. Le idée folle d'Élise n'était pas vraiment folle, c'était simplement ce qui semblait qu'en vue de l'extérieur. Ce qu'elle fit fut impossible seulement jusqu'au moment où elle le fit, et alors cela devint réel, devint histoire, devint preuve que dans tout système, il existe des fractures qui peuvent être exploitées par ceux qui ont la volonté de tout risquer. Les 173 femmes qui s'échappèrent n'étaient pas des statistiques. Elles étaient des personnes avec des noms et des histoires qui furent à préserver parce qu'une infirmière de Lyon refusa d'accepter qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait. Et peut-être c'est là la leçon la plus importante que l'histoire d'Élise nous offre, qu'aucune situation n'est complètement sans espoir, qu'il existe toujours une action possible, même quand toutes les actions semblent futiles. Élise n'avait pas de super-pouvoir, n'avait pas d'armes spéciales. Elle avait seulement un esprit clair, une mémoire pour les détails, une compréhension de comment les systèmes fonctionnent et échouent, et une conviction inébranlable que si elle n'essayait pas, personne d'autre n'essaierait. Et ce fut suffisant. Contre toutes les probabilités, ce fut suffisant pour sauver 173 vies qui autrement auraient disparu sans laisser de traces, sans personne pour se souvenir de leur nom. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Élise Charpentier, ou des 173 femmes qui marchèrent hors de Sainte-Marie aux Mines dans cette nuit de mars 1945. C'est l'histoire de ce qui se passe quand une seule personne, épuisée, affamée, sans armes ni pouvoir apparent, refuse d'accepter l'inacceptable et décide que même la plus petite action vaut mieux que le silence complice. Élise n'avait rien d'autre qu'un morceau de charbon pour écrire, quelques feuilles de papier volées et la conviction absolue que ces 187 noms sur cette liste méritaient de continuer à exister dans le monde. Elle a transformé sa faiblesse en stratégie, sa connaissance de la bureaucratie en arme et son désespoir en clarté d'action qui a défié toute logique militaire. Ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui des décennies après ces événements, c'est que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle, et que parfois l'acte le plus révolutionnaire est simplement de refuser de croire que rien ne peut être fait. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez le poids de ce qu'Élise et ses femmes ont vécu et accompli, nous vous demandons de faire quelque chose de simple, mais profondément important. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous écoutez en ce moment. Dites-nous votre ville, votre pays, ce que cette histoire a éveillé en vous. Chaque commentaire est une façon de garantir que ces noms ne seront jamais oubliés, que le sacrifice de Pierre Duchamp et des autres combattants de la résistance qui sont morts cette nuit-là continue à avoir du sens, que les 14 femmes qui n'ont pas survécu à l'évasion sont honorées par notre mémoire collective. Votre voix, ajoutée à des milliers d'autres à travers le monde, transforme cette histoire d'un événement du passé en quelque chose de vivant, de présent, de pertinent pour notre temps. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, si vous voulez continuer à découvrir ces épisodes presque effacés de l'histoire, où des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires, non pas parce qu'ils étaient des héros nés, mais parce qu'ils se sont retrouvés dans des circonstances qui exigeaient qu'ils choisissent entre action et complaisance. Activez les notifications pour ne manquer aucune de ces histoires que nous continuons à déterrer des archives, à reconstruire à partir de témoignages fragmentés, à ramener à la lumière après des décennies d'oubli. Votre abonnement n'est pas seulement un soutien à ce travail de mémoire historique, c'est une déclaration que vous refusez de laisser ces vies être réduites à des statistiques anonymes dans les livres d'histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui devrait entendre cette histoire, quelqu'un qui se sent impuissant face à des systèmes qui semblent trop grands pour être changés, quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que même les plus petites actions peuvent avoir des conséquences monumentales, partagez cette vidéo avec cette personne. Parce qu'au fond, l'histoire d'Élise Charpentier n'est pas seulement sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la résistance française. C'est sur ce que signifie être humain dans les moments où l'humanité elle-même est mise à l'épreuve, sur la façon dont nous choisissons de répondre, quand le monde nous dit qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Élise a prouvé qu'il y a toujours quelque chose qui peut être fait,
même quand ce quelque chose semble absolument impossible. Et cette leçon, cette vérité fondamentale sur la nature du courage et de la résistance humaine, est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1945.